Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet monumental, peut-être le plus grand mystère physique, la conscience. Comment est-ce que c'est possible? La matière inerte, les lois physiques, et hop, ça donne l'expérience subjective, ce sentiment d'être soi. Ah oui, la question vertigineuse qui fascine depuis toujours. Et justement, les extraits qu'on a là de Conscience, l'éveil de la matière, ils proposent une perspective, disons, audacieuse. Très spéculative, l'auteur le précise bien. Tout à fait. L'idée centrale, c'est que la conscience, ce serait pas un accident, un miracle sorti de nulle part, mais plutôt l'aboutissement d'une tendance profonde, presque inscrite dans la matière elle-même, quoi. Et il nous propose un récit de cet éveil en 8 niveaux, 8 étapes distinctes. Oui. Et ce récit repose sur deux concepts clés, très spéculatifs, on insiste là-dessus. D'abord, l'idée que les atomes auraient une forme de mémoire intrinsèque, non quantifiable, hein, et ensuite l'existence d'un champ intégrateur qui serait lié au champ électrique et qui pourrait unifier ces mémoires atomiques. D'accord, une mémoire dans les atomes et un champ pour lire tout ça. C'est la base. Alors, on va grimper cet escalier ensemble. On parle des germes atomiques, Mhm. puis le souffle de vie cellulaire, la sensation, la perception, L'expérience, l'émotion, le jugement et enfin, la raison. Bon, allons-y, décortiquons ça. aurait cette mémoire intrinsèque. Attention, pas une mémoire d'ordi, hein, plutôt une empreinte des interactions importantes qu'il a eues. Et pour connecter tout ça, il y aurait ce fameux champ intégrateur. Lui, il agirait un peu comme un lecteur. Il révélerait ce qui est dans ses mémoires atomiques. Un champ lecteur pour une mémoire dans la matière. C'est pas évident à imaginer. Est-ce que l'auteur donne une piste sur comment ça pourrait exister physiquement sans tout chambouler? Alors là, le texte est très prudent, très spéculatif. Il insiste sur le côté non quantifiable. L'idée principale, c'est que les molécules complexes, comme elles gardent mieux leur structure, elles garderaient aussi mieux leur histoire, cette mémoire. Il y aurait même un avantage primitif à garder cette intégrité. Ok, on reste dans l'hypothèse forte donc. Et cette mémoire, elle pourrait se partager, se transmettre. Oui, l'idée, c'est via le champ électrique. Quand des molécules interagissent, leurs champs peuvent fusionner un court instant et hop, échangent d'empreintes. Et c'est là que les protéines deviennent cruciales. L'auteur les voit un peu comme les lettres de l'alphabet du vivant, des artisans avec une sorte d'intuition. Leur champ électrique serait leur interface. Des protéines qui savent des choses en quelque sorte. Mais bon, on est encore à des années-lumière de la conscience là, non? Ah oui, complètement. C'est ça le point. À ce niveau, c'est comme un pixel. C'est de l'info fonctionnelle, une mémoire locale, mais il n'y a pas d'image globale, pas de subjectivité. Pour ça, Il faut passer au niveau supérieur. niveau 2, le souffle de vie, l'échelle de la cellule. Comment ça s'organise ces pixels protéines? Par interaction et communication. Certaines protéines captent des signaux lumière, pression, chimie. D'autres agissent contraction, etc. Et elles communiquent soit par contact, soit par messager chimique. Le fameux système clé-cellule, quoi. Ça orchestre des réponses collectives. L'auteur fait une petite parenthèse sur les virus aussi, vus comme des sortes de capsules de mémoire pure, sans vie propre. Intéressant. Et ensuite, le grand changement, la membrane cellulaire. Des lipides qui enferment les protéines, ça crée un dedans, un dehors, ça stabilise tout. Exactement. Ça automatise la reproduction, le métabolisme. Mais surtout, ça crée un champ électrique global pour la cellule. Une aura cellulaire, si on veut. Et ça, c'est le saut majeur du niveau 2. Ce champ unifie, intègre les mémoires de toutes les protéines à l'intérieur. C'est plus juste des savoir-faire isolés. C'est la première forme d'unité cognitive distribuée. L'info captée ici peut influencer une action là-bas, dans la même cellule. L'image de l'entreprise sans chef me plaît bien. Chaque employé protéine réagit au contexte global via sa mémoire et ce champ commun. Oui, je vois une illustration. La coordination émerge de l'ensemble, guidée par l'évolution de cette mémoire protéique. Et la génétique, bien sûr, est clé. Les gènes transmettent le plan de montage, mais aussi, selon cette théorie, le savoir-faire accumulé. Et l'idée encore plus audacieuse, c'est que l'expérience de la cellule pourrait même laisser une trace en retour dans les gènes. Infime, mais quand même. D'accord. Mais
Est-ce qu'une cellule isolée, elle ressent quelque chose? Une douleur, par exemple. L'auteur est très clair, non. L'exemple qu'il donne, c'est les cellules chez le dentiste sous anesthésie. Elles sont attaquées, mais il n'y a pas de souffrance ressentie. Pourquoi? Parce que leur mémoire subjective n'est pas intégrée à un niveau de conscience supérieur. Il manque l'étape d'après. Et cette étape, c'est le... Niveau 3, la sensation. Là, il faut sortir de la cellule unique, connecter les cellules. C'est ça, et c'est le rôle de la bioélectricité, des réseaux de cellules qui créent des différences de potentiel, des impulsions électriques. Ça permet à un champ électrique de parcourir tout un organisme. Ok. Donc ce champ bioélectrique devient une sorte d'espace commun d'information. Pas forcément un code précis, mais plutôt un contexte global pour toutes les cellules. C'est un peu l'idée, oui. Ce champ permettrait aux protéines de chaque cellule de sentir leur environnement global, leur rôle dans l'ensemble. Ça aide pour la spécialisation, la croissance, la réparation. Et là, notre fameux champ intégrateur revient, mais à l'échelle de l'organisme entier. Il prendrait tous ces signaux bioélectriques locaux, le chaud, le froid, la pression, la chimie, et il les tisserait ensemble en une expérience unifiée. La sensation globale. La tapisserie sensorielle, j'aime bien l'image. L'abeille qui voit la fleur comme une invitation, pas juste comme des signaux séparés. Et ça permet aussi la régulation interne, j'imagine. Sentir la faim, la soif. Tout à fait. Ce sont des sensations globales qui émergent de déséquilibres locaux et qui déclenchent des actions correctrices, souvent automatiques comme la respiration. C'est aussi là que les sens se différencient, vue, ouïe, goût, etc., grâce à des capteurs spécialisés. Mais le truc important, c'est que c'est toujours intégré en une expérience unique. Le goût de la fraise, c'est pas juste sucre, plus acide, plus parfum. C'est cette saveur-là. L'auteur parle aussi de l'adaptation, quand on ne sent plus une odeur constante. Et la vision à ce stade, on perçoit des textures, des couleurs, des mouvements, mais pas encore de formes bien définies, des objets identifiés. Et la mémoire de ces sensations, elle s'inscrit où, cette tapisserie? Un peu partout dans ce champ bioélectrique, justement. Ça modifierait l'état de millions de protéines. Les sensations fortes ou nouvelles laisseraient une trace plus durable. Et on voit apparaître un premier filtre, l'attention naturelle. Un mécanisme automatique qui met en avant ce qui sort de l'ordinaire, ce qui est nouveau ou important. D'accord, on a une sensation globale, unifiée. Mais comment on passe de ça à « je vois une pomme qui tombe » ? Niveau 4, la perception. Oui, parce que la bioélectricité seule, ça a ses limites. Il faut des relais, des centres pour traiter l'info plus efficacement. C'est là qu'interviennent le cerveau et les neurones. Eux, ils sont spécialisés pour transmettre des signaux très rapides, l'influx nerveux, sur de longues distances via les axones et les dendrites. Mais attention, dans ce modèle, le cerveau n'est pas le siège de la conscience. C'est plutôt un tableau de bord ultra complexe, un hub qui centralise et relaie. La modulation neuronale permet d'ajuster la sensibilité des circuits. Prenons la vision, par exemple. Les signaux arrivent des yeux jusqu'au cortex visuel, et après, comment l'image se forme? C'est un assemblage progressif, toujours orchestré par le champ intégrateur, selon l'auteur, mais surtout nourri par l'expérience. Les neurones apprennent petit à petit à contextualiser les signaux qu'ils reçoivent, à trouver leur place dans le puzzle visuel global. Un schéma visuel se construit avec le temps, et quand il est assez solide, hop, une image cohérente émerge. On apprend à voir en quelque sorte. Et ce principe d'apprentissage par l'expérience, ça marche aussi pour la perception de notre propre corps? Exactement. On construit un schéma corporel, une carte interne de la position, de la forme de notre corps. Ça vient du mouvement, du toucher, de la proprioception, de la vision. Et quand ce schéma fusionne avec l'assemblage visuel du monde extérieur, ça donne cette impression fondamentale d'être incarné, d'habiter un corps qui est là, dans cet espace. Fascinant. Et à partir de ça, on modélise le monde extérieur. Oui, une sorte de maquette 3D mentale qui intègre les infos de plusieurs sens. Et l'abstraction devient essentielle. On apprend à reconnaître un concept, une chaise, même si chaque chaise est différente. C'est aussi la base du sens de l'orientation, notre GPS interne. Pour l'audition, l'abstraction permet d'extraire des motifs signifiants comme des mots ou des rythmes, du flux sonore brut. Pour la vision 3D, on compare les images des deux yeux et on en abstrait la profondeur. Le cerveau reconstruit même la netteté, il remplit les angles morts. Et la coordination motrice, attraper une balle, marcher. Ça se développe par essai-erreur.
On crée des heuristiques, des sortes de raccourcis efficaces, pour coordonner les muscles et l'espace perçu. On apprend à anticiper. Et les séquences complexes, comme marcher ou conduire, elles deviennent automatiques. Ça libère notre attention pour autre chose. C'est l'aboutissement de la perception. Bien. On a des perceptions organisées. Niveau 5, l'expérience. Comment ces perceptions s'enchaînent-elles pour devenir un flux continu, une histoire qu'on vit? D'abord, l'auteur parle de la persistance des sensations, cette espèce d'écho sensoriel à court terme. Ça donne une épaisseur au présent, un contexte immédiat. Et ensuite, la mémoire à plus long terme. Oui, des neurones se spécialiseraient pour garder une trace des perceptions importantes. Mais attention, un souvenir ne serait pas stocké à un seul endroit. Il serait distribué sur tout un réseau de neurones. Chacun garde un bout de l'expérience. Et l'oubli, ce serait pas un effacement total, ce serait plutôt qu'on perd les chemins d'accès. Les connexions entre neurones s'affaiblissent si on les réactive pas. Ah, d'accord. Et ça ouvre la porte à l'imagination, rêverie, le fait de pouvoir réactiver ses souvenirs pour créer des scénarios. C'est ça, créer des visualisations, des histoires inédites. Une fonction d'échappatoire peut-être, et le rêve, la nuit, ce serait une forme particulière de ça, un enchaînement de perceptions mémorisées, mais souvent mémorisées de façon fragmentaire. L'expérience, c'est aussi la reconnaissance, j'imagine. Tout à fait. Quand une perception active un réseau de neurones déjà connu, on a ce déclic de «Ah oui, ça je connais», comme entendre son nom dans le brouhaha. Et puis, des liens se créent entre les souvenirs, des séquences temporelles, des similarités, des causes et effets. Ça construit des schémas logiques, une couche d'abstraction supplémentaire qui modélise comment le monde fonctionne. On voit les relations, plus seulement les choses isolées, l'oiseau qui voit un nid, pas juste un tas de brindilles, et ça mène à l'anticipation, prévoir ce qui va se passer. Exactement. À partir d'indices et de ces schémas appris, le système peut inférer la suite probable. La perception devient proactive, elle anticipe. Et puis, arrive la question vraiment difficile, le contrôle volontaire. Comment une intention mentale peut déclencher une action physique? Oui, là, l'auteur s'aventure sur un terrain très spéculatif. Carrément. Son hypothèse, c'est qu'une intention claire, formée dans le champ bioélectrique, pourrait être reconnue par certaines protéines dans les neurones. Et ça déclencherait l'influx nerveux, sans stimulus physique initial. C'est comme souffler sur le premier domino d'une chaîne sans le toucher. C'est une hypothèse forte, hein. Et bien sûr, l'expérience continue d'affiner nos actions via des séquences motrices apprises, des heuristiques, ces raccourcis intuitifs qui lient une situation à l'action la plus efficace. Ok, on monte encore. Niveau 6. Émotion. Là, l'auteur fait une distinction importante. Il suggère que beaucoup de comportements animaux, même complexes, pourraient être juste des réactions sophistiquées, sans forcément le ressenti subjectif fort qu'on associe à l'émotion. C'est ça. C'est à ce niveau qu'émergeraient les émotions vraies, en quelque sorte. Celles qu'on reconnaît subjectivement avec leur palette immense et leurs effets physiologiques. Pensez à la joie d'un chien qui retrouve son maître comparé à l'apparente indifférence d'un poisson rouge. Bien sûr, des zones du cerveau comme le système limbique sont cruciales. Mais l'idée centrale du texte, c'est que l'émotion n'est pas produite dans une petite zone. C'est la qualité subjective des perceptions, des expériences, qui vient colorer de vastes réseaux de neurones. L'émotion, c'est la couleur de l'expérience vécue. Et cette sensibilité émotionnelle, elle sert à quoi, au fond? À protéger et à favoriser le bien-être du soi incarné qui a commencé à émerger au niveau précédent. Les émotions sont des guides super puissants. Elles orientent notre attention, elles filtrent, elles amplifient ce qu'on ressent selon si c'est pertinent pour nos besoins fondamentaux. Ça introduit une subjectivité très forte. L'auteur propose d'ailleurs une classification des émotions primaires autour d'axes comme plaisir-irritation, joie-tristesse pour la qualité, confiance-peur, envie-répugnance pour la régulation et compassion-colère, fierté-honte pour le relationnel. Il y en a 13 comme ça. Et chaque émotion porterait un message, un ordre implicite pour l'organisme. C'est l'idée. Des commandements du type protège ton corps, reste pas là, va vers ça, prends soin, explore, etc. Tout ça forme ce que l'auteur appelle la logique du cœur, une évaluation interne permanente de notre état par rapport à nos besoins vitaux et sociaux. C'est un système de guidage essentiel. D'accord. Et cette logique du cœur, elle nous conduit au niveau 7, le jugement. Et là, l'auteur dit qu'il y a un vrai saut qualitatif, une différence majeure avec la plupart des animaux, une nouvelle couche d'intégration.
Oui, le mot-clé ici, c'est intentionnalité, la capacité de diriger consciemment ses actions, mais aussi ses pensées. Plus seulement réagir, mais choisir une direction. Sans cette intention active, on est en mode distraction, pilotage automatique un peu flou, comme quand on rate sa sortie d'autoroute, quoi. Même l'inspiration, cette source d'idées nouvelles, elle aurait besoin d'une intention de départ pour pouvoir jaillir. Et cette intentionnalité, elle permet l'attention volontaire. Choisir où on met son focus. Exactement. On peut décider de se concentrer, de résister aux distractions. C'est différent de l'intention naturelle automatique du niveau 3. Et avec de l'entraînement, comme la méditation par exemple, on pourrait même apprendre à moduler consciemment notre réponse à la douleur ou à des insultes. C'est aussi à ce niveau 7 que les émotions deviennent des sentiments. C'est quoi la différence selon l'auteur? Alors, le sentiment, c'est une émotion qui a été interprétée, mise en contexte, et surtout qui est durable et stockée en mémoire. L'amour pour quelqu'un, ça persiste même quand la personne n'est pas là. Et ces sentiments qui s'accumulent, qui se sédimentent, eh bien, ils finissent par sculpter nos valeurs personnelles, nos boussoles intérieures, quoi. Ce qui guide nos choix à long terme, nos priorités. Ces valeurs façonnent notre identité. La confiance en soi, ce qu'on pense de nos capacités, et l'amour-propre, comment on se voit par rapport aux normes sociales. L'auteur met en garde contre l'ego quand ça devient trop rigide ou défensif. Le jugement, c'est pas juste les valeurs morales, c'est aussi le jugement pratique, cette capacité à bien évaluer une situation. Prendre du recul, l'image du pilote d'hélico qui voit tout d'en haut, et choisir la bonne action au bon moment. L'intuition, sentir une atmosphère, une tendance, sans savoir exactement pourquoi, ça en fait partie. L'empathie aussi, décoder les émotions des autres, et parfois même les ressentir par résonance, ça se développe avec l'expérience. Et le charisme, cette présence qui influence, ce serait un mélange de traits de caractère et de qualités développées ici. Et c'est là que le récit de soi émerge vraiment. Le jeu qui relie tous les moments vécus en une histoire personnelle cohérente. C'est un sacré tournant. Ah oui. Et ça nous amène tout en haut de l'échelle. Le niveau 8, la raison. La capacité de jongler consciemment avec les jugements, les souvenirs, les concepts abstraits. Les jugements dans des boîtes conceptuelles manipulables grâce au langage. Notre mental, cette petite voix intérieure, elle enchaîne ces concepts avec des mots, des étiquettes. Ça permet de construire des raisonnements logiques, déduction, induction, hypothèse. La réflexion permet d'analyser, de peser le pour et le contre, même si, l'auteur le note, la raison pure a du mal avec le subjectif, les sentiments profonds. L'écriture est vue comme un super outil pour aider cette réflexion. Mais l'auteur dit que la raison n'est pas le vrai pilote. C'est pas elle le grand chef. Qui décide de tout. L'auteur, lui, pense que le vrai pilote, c'est le jugement, le niveau 7, parce que c'est lui qui tient les rênes de l'intention. La raison serait plutôt comme le service de communication, excellente pour analyser, planifier, anticiper, et surtout pour justifier après coup les décisions qui ont souvent été prises par le jugement, de façon plus intuitive ou émotionnelle. Le conflit intérieur, ça arriverait quand le jugement est forcé de suivre une logique rationnelle qui va contre ses propres valeurs ou intuitions. Genre décider rationnellement d'arrêter de fumer, mais sans l'adhésion profonde du jugement. D'accord. Donc la raison, un outil hyper puissant, mais pas le maître absolu. Elle est utile pour quoi alors, principalement? Pour la stratégie à long terme, l'anticipation, la planification complexe, l'organisation, et surtout pour la compréhension. Comprendre, c'est pas juste empiler des faits rationnels. C'est relier les infos, les questionner, les mettre en perspective. C'est intégrer le savoir rationnel avec l'expérience vécue, les émotions, les jugements. Ça mène à la lucidité, voir clair en soi et dans le monde, et puis à la sagesse, prendre du recul, bien évaluer les options, reconnaître ses propres biais. Et l'intelligence cognitive pure, la résolution de problèmes complexes? Oui, s'épanouit la analyse critique, synthèse, conceptualisation. L'expertise dans un domaine, ce serait pas juste avoir beaucoup de mémoire, mais reconnaître instantanément des schémas pertinents, comme le maître d'échecs qui voit des configurations là où le débutant voit juste des pièces. Et tout au sommet, l'auteur place la spiritualité, la quête de sens qui va au-delà du purement fonctionnel, l'interrogation sur les mystères, le sens de la vie, la nature du soi, l'univers, la recherche d'une perception plus large, d'une forme d'unité, la matière devenue pleinement consciente qui commence à pressentir sa dimension spirituelle. Et voilà, le parcours complet. C'est 8 niveaux.
C'est une vision où, finalement, la conscience n'est pas une chose à part. C'est la matière elle-même qui, en devenant de plus en plus complexe et intégrée, Devient capable de se percevoir, de ressentir, d'agir avec intention, et même de se penser elle-même, de questionner sa propre existence. Une émergence continue. Ce qui est fascinant, c'est cette structure comme des poupées russes, quoi. Chaque niveau s'appuie sur le précédent, l'intègre, pour faire émerger du neuf. La sensation donne du sens aux signaux bruts, la perception organise ça en objet dans l'espace, l'expérience lie tout ça dans le temps, dans la mémoire, l'émotion donne une valeur, le jugement apporte l'intention, le soi, et la raison permet l'abstraction, la compréhension. C'est très construit, même si ça part de postulats de base assez audacieux. Oui, tout à fait. Et l'auteur utilise ce modèle pour parler de l'intelligence artificielle aussi. Pour lui-même, une IA hyper performante qui imite parfaitement l'émotion ou le raisonnement, ça resterait fondamentalement différent. Parce qu'elle est coupée de cette base matérielle vivante, de cette mémoire subjective intrinsèque qu'il postule au départ. Donc, pas de vraie conscience, pas de ressenti vécu. Juste une simulation, une ombre, aussi parfaite soit-elle. Hmm. Intéressant comme perspective. Et pour finir, pour ouvrir un peu, l'auteur se demande si c'est la fin de l'histoire. Est-ce qu'il y aurait un niveau 9, une connexion entre les consciences individuelles? Il voit un peu la civilisation humaine, le social, la culture, la tech, comme une sorte d'ébauche très très primitive d'une conscience collective. Oui, mais il souligne tout de suite le problème majeur. On n'a pas de champ intégrateur commun pour unifier vraiment nos subjectivités. Impossible pour l'instant. Donc le défi, il est là. Comment faire de nos différences, non pas une source de conflit, mais une diversité riche, créatrice, au service d'une vision partagée. C'est peut-être ça le grand enjeu pour nous aujourd'hui. L'image finale du texte est assez belle. Chaque conscience individuelle serait comme un éclat du regard que l'univers porte sur lui-même dans sa longue quête d'éveil. Un regard fragmenté qui cherche peut-être à se rassembler, voilà, qui donne matière à réfléchir en tout cas.